parlent depuis l'au-delà. Leurs corps, passés au rayon X, sont virtuellement dépouillés de leurs bandages et nous dévoilent leurs secrets. Toutankhamon a-t-il été assassiné? La réponse est donnée par la technologie de pointe. Comment se passe la momification et pourquoi les corps ne se décomposent-ils pas au fil des millénaires? Ce patient va être examiné à l'aide d'un matériel de haute précision. Envoyez le scanner. La tomographie axiale, connue aussi sous le nom de scanner CT, permet d'explorer l'intérieur du corps humain et de poser un diagnostic avec certitude. Ici, le patient est décédé depuis longtemps. Il est mort depuis près de 5000 ans. Nous espérons que l'examen tomographique nous éclairera sur les causes de son décès. Et peut-être même sur les circonstances de sa mort. Cette momie provient du musée Michael Carlos d'Atlanta, en Géorgie. Elle va être examinée sans retirer les bandelettes. On dirait un morceau de tissu, là. Oh, c'est très intéressant. Le scanner CT fonctionne avec des rayons X. Ils sont projetés à travers le sujet et absorbés par les éléments durs, ce qui permet, selon l'intensité des rayons réceptionnés, d'obtenir une image. La particularité de ce scanner est qu'il envoie les rayons selon différents angles tout autour du patient, ce qui permet d'établir des vues en coupe. Lorsque le sujet passe dans le scanner, 1500 tranches sont numérisées puis regroupées, comme un jeu de cartes, pour recréer une image tridimensionnelle cohérente du corps. Les progrès technologiques ont fait avancer considérablement les études sur les momies. Nous savons maintenant comment entretenir celles qui se trouvent dans les musées, car nous avons pu comprendre la façon dont les corps étaient momifiés et comment améliorer leur conservation. De l'autre côté des États-Unis, dans le musée égyptien de l'Ordre de la Rose-Croix à San José, en Californie, une petite momie est exposée depuis plus de 75 ans. Cette petite momie est une véritable énigme. On ignore tout de sa vie et des circonstances de sa mort. On suppose, étant donné sa petite taille, qu'il s'agit d'un enfant. Pour identifier celui ou celle qui se cache sous ces bandages, le docteur Émile Ladd et une équipe de spécialistes en tomographie vont pour la première fois examiner une momie égyptienne avec un matériel de haute précision. Cette technologie est fascinante. On a l'impression de procéder à une autopsie virtuelle. On n'a pas besoin de manipuler la momie. Le scanner utilisé pour l'examen est un appareil de type arc-en-C. Un bras articulé se déplace tout autour du sujet. Il effectue une série de 60 000 vues en coupe et les informations qu'il apporte sont bien plus précises que celles qu'on obtenait jusqu'alors. Cette technique est révolutionnaire. Le patient ne passe plus dans le scanner. C'est tout nouveau. Les milliers de coupes sont ensuite chargées dans un ordinateur qui recrée une image tridimensionnelle du corps momifié. C'est fantastique. On laisse la momie dans son état original. Chaque détail du corps est aussi visible que sur le scanner d'un enfant qu'on aurait examiné aujourd'hui. La qualité de l'imagerie a permis au Dr Ladd d'élucider certains secrets de la momie. L'analyse de sa dentition, vieille de plus de 3000 ans, contribue à éclaircir plusieurs points. Voici le résultat du scanner de la mâchoire. C'est une image latérale. Regardez la partie inférieure. Les dents de lait ont déjà poussé. D'autres ne sont pas encore visibles, comme les molaires, qui n'apparaissent qu'aux alentours de la 6e année. Cette dentition inachevée nous permet de dire qu'il s'agit d'un enfant très jeune, puisqu'il n'a pas encore perdu ses dents de lait et que ses molaires de 6 ans ne sont pas sortis. Certains détails nous donnent des indices sur le sexe de l'enfant. Voici une image de son crâne. Nous savons qu'il s'agit d'une fille, car cette sorte de motif ondulé sur la boîte crânienne, ce sont les restes de ses cheveux. Et à cette époque, seules les filles en avaient. Les garçons avaient la tête rasée. Il n'y a pas non plus de traces d'organes génitaux masculins. On en conclut donc par défaut que c'est une fille et non un garçon. Les images du scanner nous indiquent aussi comment cette fillette est morte. L'une des hypothèses s'appuie sur la présence d'une zone grise dans le cerveau, qui pourrait être le signe d'une augmentation de la pression dans la boîte crânienne, et le symptôme du développement d'un virus ou d'une bactérie. Cette infection aurait ensuite formé des tumeurs dans le cerveau, provoquant ainsi le décès.
Ça a dû être une véritable tragédie. La petite devait être encore en parfaite santé quelques semaines avant sa mort. C'est une fin vraiment brutale. Cette fillette avait la vie devant elle. Son corps est dans un excellent état de conservation. Ça a été passionnant de découvrir l'histoire de cette momie. La technologie de pointe nous permet d'expliquer des événements anciens. Mais à quelle technique les Égyptiens ont-ils eu recours pour que leur momie soit aujourd'hui parmi les corps les mieux conservés que l'on connaisse? Les Égyptiens étaient les grands scientifiques de leur époque. Ils disposaient de techniques qu'ils étaient les seuls à maîtriser. Le célèbre égyptologue, le docteur Robert Breyer, est réputé pour être le plus grand spécialiste des momies et des techniques de momification. Il arrive qu'on m'appelle Monsieur Momie. Il ne me serait jamais venu à l'idée de me donner moi-même ce surnom, mais je pense que les gens sont surpris que quelqu'un ait envie de travailler qu'avec des momies. Le docteur Robert Breyer est tellement passionné par son travail qu'il réalise ce que personne n'avait fait depuis des millénaires. En 1994, il procède à la momification d'un cadavre selon les méthodes de l'Égypte ancienne et explique par écrit toutes les phases de l'opération. J'ai décidé de momifier un cadavre humain parce que je voulais à tout prix comprendre comment les Égyptiens embaumaient leurs morts. Sans avoir recours au matériel médical contemporain, le docteur Breyer entreprend donc de momifier un corps humain avec les outils qu'utilisaient les Égyptiens de l'Antiquité. Pour cette opération, nous avons dû reproduire les instruments de l'époque. On utilisait des couteaux en bronze et en cuivre et aussi une roche volcanique appelée obsidienne qui ressemble à s'y méprendre à du verre. Aussi tranchante qu'un scalpel, elle était donc utilisée pour pratiquer les incisions. Le corps sur lequel il travaille a été légué à la science. Le docteur Breyer commence l'opération. Il retire tout d'abord les organes qui se décomposeraient rapidement. Pour que le corps se conserve bien, il faut éviter que des bactéries ne s'y installent. Elles sont responsables du pourrissement et attaquent les tissus les plus souples, attirés par l'eau qu'ils contiennent. Pour empêcher cela, il faut déshydrater rapidement le corps et se débarrasser des moisissures. De cette façon, les chairs ne se désagrègent pas. Cet instrument est très utile. Il permettait de retirer les organes à travers une incision d'environ 9 cm. Sans inciser, il était impossible de plonger les mains dans un corps. Mais avec cet instrument, une fois l'incision faite, vous pouvez attraper les organes et les retirer. Les Égyptiens pratiquaient une ouverture la plus petite possible pour éviter de trop abîmer le corps. Les anciens embaumeurs retiraient toutes les viscères, l'estomac, les poumons, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Ils ne laissaient que le cœur. Ils ne touchaient pas au cœur parce qu'ils croyaient que cet organe était le siège de la pensée. Ils ignoraient que c'était le rôle du cerveau. Alors ils laissaient le cœur pour que les morts puissent réfléchir dans l'au-delà. Une fois les organes retirés, ils les plaçaient dans des vases canopes et les enterraient avec la momie. C'est un vase tout simple. On peut le fermer et il est creux à l'intérieur. Le couvercle représente souvent une divinité qui est chargée de garder les organes. C'était le rôle de ces vases de protéger les viscères. Les embaumeurs ne conservaient pas le cerveau car ils pensaient qu'il produisait du mucus. Pour éviter de trop endommager le crâne, ils le retiraient à travers les narines. L'extraction du cerveau était la phase la plus complexe. L'opération était confiée à un grand médecin, un homme qui connaissait le corps humain. Le médecin se frayait un passage jusqu'au cerveau à travers l'os ethmoïde, qui forme la partie haute de la cloison des fosses nasales. Ensuite, ils utilisaient un objet comme celui-ci, qui ressemble un peu à un porte-manteau, et on l'introduisait par le nez jusqu'au crâne. On ne peut pas tirer sur le cerveau, il est bien trop mou. Nous avons finalement compris que les Égyptiens enfonçaient ce genre de crochet dans le nez, et ils remontaient dans le crâne jusqu'au cerveau. Ils s'en servaient ensuite comme d'un fouet de cuisine pour détruire le cerveau. Nous l'avons fait tourner, détruisant le contenu du crâne jusqu'à le rendre pratiquement liquide. Ensuite, il suffit de retourner le corps face au sol pour que le cerveau s'écoule par les narines. C'est ainsi que procédaient les Égyptiens. Les embaumeurs retiraient les moisissures de l'intérieur du corps en y plaçant de petits sacs remplis d'un minéral à base de carbonate de sodium appelé natron. Voici du natron. Les embaumeurs utilisaient le même produit il y a 2000 ans. C'est très proche du sel et ça déshydrate exactement de la même façon. Le natron est une substance hygroscopique, elle absorbe l'eau qui se trouve dans le corps. Le docteur Breyer recouvre ensuite le corps avec ce minéral, comme les Égyptiens avaient coutume de le faire. Et il le laisse sécher pendant 35 jours. Il obtient un corps déshydraté mais encore reconnaissable. C'est à cela que les momies ressemblaient avant qu'on ne complète l'embaumement en les recouvrant de ces singuliers bandages, il y a plusieurs milliers d'années.
La pose de bandelettes était un rituel. Chaque doigt était enveloppé indépendamment. Puis les mains, les jambes. Pendant cette opération, on inscrivait des formules magiques sur les bandelettes. Des prêtres récitaient des prières. Un rite religieux accompagnait chacune des phases de la momification. Plus de 9 kilos de bandages étaient nécessaires pour envelopper un mort. Si vous étiez suffisamment riche, on disposait entre les différentes épaisseurs de bandelettes des amulettes, un objet de petite taille censé protéger celui qui la porte. Il pouvait y avoir jusqu'à 100 amulettes sur une seule momie. En voici une qui a plus de 3000 ans. Elle représente un scarabée. Et au dos, vous pouvez voir ce trou qui la traverse. On y passait un fil pour attacher les amulettes au bandage afin qu'elle assure la protection du défunt pour l'éternité. Les bandages sont enduits d'une résine à base de sève. Elle durcit jusqu'à prendre l'apparence du goudron et assure le maintien des bandelettes. Le terme momie vient du mot arabe moumiya, qui signifie goudron noir. Il faut 70 jours pour momifier complètement un corps. Cet embaumement a permis au Dr Breyer de renouer avec un art depuis longtemps oublié. Ce projet de momification était très important. Personne n'en avait pratiqué comme les Égyptiens depuis plus de 2000 ans. Nous savons enfin avec précision comment ils opéraient. Ces informations nous seront très utiles. Mais si pour le Dr Breyer, la momification s'arrête là, les Égyptiens, eux, avaient encore fort à faire pour assurer la protection de leurs morts dans l'au-delà. En plus des bandages, ils recouvraient la tête et les pieds de la momie de sculptures en papier mâché, appelées des cartonnages. On plaçait ensuite le corps dans un cercueil en bois, et si le défunt était riche ou s'il s'agissait d'un pharaon, sa momie était déposée dans un sarcophage de pierre ou de granit. Cela fait penser à ces ensembles de valises qui se rangent les unes dans les autres. Chaque épaisseur qui recouvre la momie est une nouvelle protection pour la vie dans l'au-delà. Bien que la momification soit une tâche longue et compliquée, elle n'est que le début d'un grand rituel funéraire. Les Égyptiens honoraient leurs morts en les enterrant dans de gigantesques tombeaux ou même des temples qui comptent aujourd'hui parmi les 7 merveilles du monde. Le docteur Bob Breyer a utilisé plus de 180 kg de natron pour créer cette momie des temps modernes. L'Égypte est le seul pays au monde où l'embaumement des corps est devenu un art. Ils ont commencé à développer leur savoir-faire il y a plus de 5000 ans. Les Égyptiens ont découvert par hasard les principes de la momification. Le climat égyptien est chaud et très sec. Les étendues de sable agissent comme un four. Après avoir enterré leurs morts dans ce sol aride, ils se sont aperçus en les exhumant que les corps étaient en bon état de conservation, un peu comme du poisson séché. Voyant que les corps pouvaient être conservés naturellement, ils ont développé des techniques de plus en plus sophistiquées pour faire la même chose artificiellement. Au fil des années, la momification est devenue une véritable industrie. Tandis que d'autres pays ont commencé à pratiquer la momification, les Égyptiens disposaient déjà d'un savoir-faire bien supérieur à tous les peuples du Proche-Orient. Personne ne pouvait les égaler, ils avaient les ressources nécessaires. Les Égyptiens vivaient dans l'opulence que les conquêtes leur avaient apportée. La momification est un processus coûteux et ils pouvaient se permettre n'importe quelle innovation pour parfaire leur art. Mais les Égyptiens n'utilisent pas leurs richesses et leur technologie uniquement pour les momies. Ils construisent aussi de gigantesques tombeaux. Tous ces sépulcres forment des complexes appelés des nécropoles, les cités des morts. La structure de ces tombeaux et la technologie utilisée étaient très évoluées, et la construction représentait un travail titanesque. Les ouvriers utilisaient des outils en bronze pour creuser des salles cubiques à même la roche. Ils s'enfonçaient parfois à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le calcaire. Le chantier d'un tombeau durait environ 40 ans. Les Égyptiens faisaient preuve de beaucoup d'habileté, d'une grande maîtrise des techniques architecturales, si l'on considère les moyens dont ils disposaient. La grande pyramide de Khéops est une des 7 merveilles du monde. Sa structure et sa forme sont l'aboutissement de plusieurs centaines d'années d'évolution des techniques architecturales. La grande pyramide de Khéops est le plus grand édifice de pierre jamais construit. En son centre se trouve une minuscule chambre funéraire. Et la seule fonction de ce monument est d'accueillir la momie du pharaon. Les Égyptiens pensent que l'esprit des morts quitte l'enveloppe charnelle au moment du trépas et y retourne lorsque le corps se trouve dans la tombe. Il faut donc conserver la dépouille et remplir le sépulcre d'objets de valeur dont le défunt pourrait disposer dans l'au-delà. Généralement, les tombeaux égyptiens sont divisés en 3 parties. Une entrée, une salle destinée aux offrandes et une chambre funéraire.
Cette entrée est typique des tombeaux de l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes expliquent qui est enterré là. C'est un message d'accueil pour les visiteurs, mais aussi une mise en garde. Il est dit qu'une malédiction s'abattra sur quiconque pénétrera dans le tombeau avec de mauvaises intentions. Les intrus doivent quitter les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Mais nous n'avons que de bonnes intentions, alors allons-y. Les architectes des pyramides ont prévu un tunnel allant de l'entrée jusqu'à la salle des offrandes. On a trouvé une porte comme celle-ci dans une très ancienne tombe. Les proches du défunt laissaient leurs offrandes au pied de cette porte. Et l'esprit du mort entrait dans la salle, prenait ce qui avait été déposé et repartait par cette même porte magique, emportant ainsi les offrandes dans l'au-delà. Les Égyptiens creusaient ensuite un couloir mesurant parfois plusieurs centaines de mètres jusqu'à la chambre funéraire. Nous sommes dans la chambre funéraire. Voici la fameuse tombe de granit. À l'intérieur, il y avait un sarcophage en bois dans lequel se trouvait le corps du défunt. Cette salle se trouvait sous le niveau du sol. Les hiéroglyphes et les représentations qui ornent la chambre funéraire décrivent la vie que le propriétaire de la tombe souhaitait après la mort. Des objets susceptibles de lui servir dans l'au-delà étaient placés dans cette salle. Des trésors de grande valeur que le défunt avait souhaité emporter avec lui avant de mourir. Les fabuleux trésors que renfermaient les pyramides étaient des butins faciles pour les pilleurs de tombes. Pour protéger ces richesses, les architectes faisaient combler les passages qui menaient aux chambres funéraires. Lorsqu'ils entraient dans un tombeau, les pilleurs devaient se frayer un passage dans des blocs de roche sur près de 300 mètres, avant de pénétrer dans la tombe elle-même. Au fil des siècles, la structure interne des tombeaux a été modifiée afin d'empêcher les pilleurs de sévir. Les tombes égyptiennes étaient utilisées pour cacher les momies et garder leur existence secrète. L'une des techniques consistait à créer de faux passages, de fausses portes, de fausses salles et autres subterfuges pour que les pilleurs perdent leurs repères, comme dans un labyrinthe. Mais cela ne suffisait pas à les dissuader. Ils profanaient souvent les tombes pour voler les trésors que les défunts devaient emporter. Après des siècles de pillage, de nombreux trésors de l'Égypte antique ont été perdus ou bien dispersés à travers le monde. Mais un danger bien plus grand que les voleurs va s'abattre sur le royaume. En 525 avant Jésus-Christ, l'Égypte est envahie par les Perses, puis par les Grecs et les Romains. Les envahisseurs sont tous fascinés par la momification et ils acceptent que les défunts soient embaumés selon la coutume. Mais en 642 avant Jésus-Christ, les Arabes prennent le pouvoir et l'islam devient la religion dominante. La momification est alors interdite. L'art de la momification est oublié. L'Égypte est envahie par les Arabes, elle devient un pays musulman et se détache des pays chrétiens de l'Ouest. Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, nous nous sommes éloignés de l'Égypte. L'art de la momification s'est perdu. Le sable a tout envahi. Des temples entiers ont sombré dans l'oubli. Des tombeaux perdus sous le sable attendent qu'un archéologue vienne les déterrer. Bientôt, une nouvelle grande puissance s'impose et révèle au monde l'existence des momies. En 1798, Napoléon envahit l'Égypte et emmène avec lui des scientifiques chargés de rassembler des informations sur la culture du pays. C'est la première véritable étude archéologique qui ait été menée en Égypte. Elle a permis aux Occidentaux de découvrir ce pays. Quand les premières illustrations de momies ont été publiées et que les gens les ont découvertes en détail, la fièvre de l'Égypte a littéralement envahi l'Europe. Au 19e et 20e siècle, les momies égyptiennes sont considérées comme des trésors historiques. Les musées du monde entier se les disputent. Dès que les gens ont réalisé l'importance des momies dans l'histoire de l'humanité, elles sont apparues dans les vitrines des musées. On en a pris le plus grand soin, puis on a commencé à les étudier. Au cours du 19e siècle, des archéologues passent plusieurs sites de fouilles au peigne fin pour retrouver des momies. L'une de leurs plus grandes découvertes est la tombe de Toutankhamon. Ils y découvrent non seulement des trésors, mais aussi une malédiction et le corps d'un roi mort dans d'étranges circonstances. La momie du roi Toutankhamon est probablement la plus célèbre au monde. Bonjour.
La célébrité de Toutankhamon ne vient pas uniquement du trésor qui a été découvert dans sa tombe. Un mystère plane sur sa vie et sa mort. On tente de résoudre certaines énigmes à l'aide des techniques modernes. Quand l'archéologue anglais Howard Carter découvre la tombe en 1922, le monde entier a les yeux tournés vers l'Égypte. Au moment de cette découverte, les articles qu'il a rédigés ont été publiés dans le monde entier. Il a fait la première page des journaux de New York, de Sydney, du Caire et de Paris, de toutes les villes où sa découverte faisait sensation. Tous les yeux étaient rivés sur la momie de Toutankhamon. Au début, ce sont les richesses que contient la tombe qui déclenchent la frénésie. Il y avait plus de 5000 objets rien que dans la petite chambre funéraire où se trouvait le corps de Toutankhamon. Certains étaient en or, d'autres en albâtre ou en ivoire. Il y avait des bijoux, des pierres précieuses toujours éblouissantes. Le temps n'avait pas eu d'emprise sur eux, ils semblaient avoir été fabriqués la veille. Parmi les plus beaux objets déterrés, on compte un magnifique masque d'or qui se trouvait sur le visage du roi. Ce masque est l'un des objets les plus surprenants jamais découverts, toutes civilisations confondues. Il est fait à base d'or et de différents métaux comme l'argent, mais aussi orné d'onyx, de turquoise, d'obsidienne et de toutes sortes d'ornements qui font de ce masque une somptueuse parure funéraire. Très vite, des phénomènes en apparence surnaturels vont venir entacher la découverte du trésor. Selon la légende, ceux qui entraient dans la chambre funéraire tombaient malades et périssaient peu de temps après. Le premier mort qui a servi de point de départ à la légende de la malédiction est Lord Carnarvon. Il avait pris en charge le financement des fouilles et il est mort 2 mois après que Carter ait ouvert la chambre funéraire. C'est ainsi qu'est née la légende. Tous ceux qui étaient liés, de près ou de loin à ce projet et qui ont péri de manière inattendue, ont alimenté la légende de la malédiction de Toutankhamon. Pendant des décennies, le mythe est resté présent dans les esprits. Les studios de cinéma hollywoodiens ont même exploité ce filon. Je pense que la momie est vraiment devenue une figure de l'horreur après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Toutes ces histoires au sujet de la malédiction du roi ont fait croire aux gens que les momies pouvaient tuer. Oui, tout cela a commencé après l'ouverture de la tombe. Mais si l'histoire de la malédiction a convaincu les spectateurs des salles de cinéma, les scientifiques ont une toute autre théorie concernant le décès de ceux qui sont entrés dans la tombe. Il semble que leur mort puisse s'expliquer scientifiquement. De nos jours, les archéologues qui découvrent des tombes n'y entrent pas aussitôt. Ils les laissent respirer pendant quelques jours, car des gaz toxiques peuvent s'y trouver. Certaines salles sont scellées depuis des siècles et des siècles. Il y a des corps en décomposition à l'intérieur. Les résines et tous les produits chimiques qui étaient fabriqués et utilisés pour la préparation des momies ont probablement rendu l'air malsain. C'est pour cette raison que les archéologues aèrent les tombes avant d'y entrer. Les scientifiques ont peut-être résolu le mystère de la malédiction de Toutankhamon. Mais la science a encore été mise à contribution pour résoudre une autre énigme autour du roi. A-t-il été victime d'un meurtre? Depuis la découverte de sa dépouille, tout le monde s'interroge sur les causes de la mort de Toutankhamon. Les analyses ont montré qu'il était encore jeune. Il fallait donc découvrir les circonstances du décès. Était-ce une mort naturelle? A-t-il été assassiné? Qu'est-ce qui aurait pu le tuer? Le jeune roi gouvernait l'Égypte il y a environ 3500 ans. À 9 ans, il prend les commandes de tout un royaume. 10 ans plus tard, son règne est brutalement interrompu. Il y avait de nombreux rivaux pour la succession au trône. Ça pourrait être une explication. D'autres pharaons ont été assassinés par le passé, donc rien n'empêche de penser que Toutankhamon ait été supprimé. En 1968, pour connaître la vérité, on décide de passer la momie de Toutankhamon au rayon X et on découvre une fracture à l'arrière de son crâne. La possibilité que le jeune roi ait été tué lors d'un coup d'État n'a été envisagée que bien après que l'examen au rayon X ait révélé des fragments d'os à l'arrière de son crâne. On lui aurait asséné un coup sur la tête. Mais en 2005, on passe la momie de Toutankhamon au scanner CT afin d'obtenir une image tridimensionnelle de son corps. Le scanner CT permet de voir que la fracture constatée à l'arrière du crâne est survenue pendant la momification. Au cours de la 18e dynastie d'Égypte, de nombreuses momies présentaient des fractures à cet endroit. Mais il fallait les passer au scanner pour s'en rendre compte. Alors pourquoi Toutankhamon est-il mort si jeune? Le scanner CT va peut-être nous fournir une explication. Suite à un récent scanner de la momie, nous avons observé une fracture à la jambe gauche. Il est possible que la blessure se soit infectée et qu'il y ait finalement succombé. Nous avons découvert qu'à cette époque, une carie pouvait suffire à tuer quelqu'un. D'ailleurs, tout porte à croire que certains pharaons sont morts à cause de dents gâtées. Cette nouvelle preuve a permis d'exclure la thèse du meurtre.
L'éventualité d'un meurtre est écartée. La communauté des égyptologues était convaincue qu'il s'agissait d'autre chose. La technologie a non seulement éclairci les causes de sa mort, mais elle a aussi permis de savoir à quoi ressemblait Toutankhamon. À l'aide des techniques de reconstruction faciale utilisées aujourd'hui en médecine légale, les scientifiques ont réalisé un modèle très proche du visage du jeune roi d'Égypte. Les images prises par le scanner CT ont permis de faire une reproduction en plastique de son crâne. Puis, à l'aide d'argile, un sculpteur a modelé la musculature et la texture de la peau. Un artiste se charge des détails du visage. Il dessine les sourcils, définit la forme du nez, des lèvres et des oreilles. On place des yeux de verre, des cheveux, et un maquillage basé sur des données historiques vient parfaire le travail. Voilà à quoi Toutankhamon devait ressembler. Grâce aux techniques utilisées, cette reconstruction du visage de Toutankhamon se rapproche beaucoup de la réalité. Quoi qu'il en soit, l'étude de la dépouille du jeune roi est loin d'être terminée. La technologie pourra-t-elle en révéler davantage ? La dépouille de Toutankhamon suscite toujours autant de curiosité. Sa momie fera un excellent sujet pour tester les nouvelles technologies. Ainsi, d'autres aspects auxquels nous ne pensons pas aujourd'hui nous sauteront tout à coup aux yeux. La momie du roi Toutankhamon a toujours bénéficié de soins méticuleux et de scientifiques pour l'étudier. Mais depuis des siècles, un nombre incalculable de tombes abritant des momies ont été profanées, pillées ou tout simplement oubliées. Si les Égyptiens avaient su ce que l'avenir réservait à leurs momies, ils auraient réfléchi à deux fois avant de les embaumer pour l'éternité. À travers les époques, on a utilisé les momies pour toutes sortes de choses. Les gens pensaient qu'absorber de la poussière de momie apportait la vie éternelle. En Europe, les pharmaciens ont commencé à utiliser cette poussière pour la préparation de médicaments. Pendant la guerre civile aux États-Unis, il y a eu une pénurie de papier. Les bandages des momies égyptiennes ont été retirés des corps et tout ce tissu a été envoyé par bateau aux États-Unis. Il a ensuite été broyé et transformé en papier, simplement pour assurer l'approvisionnement des industries. Les aristocrates du XIXe siècle se divertissaient en achetant des momies qu'ils présentaient en public lors de leurs fameuses sessions d'observation. Les gens retiraient les bandages des momies. Ils voulaient voir ce qui se trouvait en dessous. Ils voulaient surtout voir à quoi le visage pouvait ressembler. Ces pratiques nous ont fait perdre énormément d'informations. À mon avis, si les anciens Égyptiens pouvaient savoir ce qui est arrivé à leurs défunts, ils se retourneraient dans leur tombe. Cette momie a certainement été l'invité d'honneur d'une de ces fêtes privées où on lui a retiré ses bandelettes. Cela a dû avoir lieu pendant l'époque victorienne. Il s'agissait probablement d'un de ces jeux de salon où les invités s'amusaient à retirer les bandelettes pour voir quelles amulettes, quels bijoux ou quel autre trésor ils allaient trouver dans le tissu. Cette chasse au trésor les fascinait. Et c'était bien plus simple que d'aller en Égypte et de creuser. Il leur suffisait de défaire les bandages et d'attendre que quelque chose tombe pour devenir l'heureux propriétaire d'un trésor égyptien. Les momies étaient vendues comme n'importe quel autre produit. Beaucoup ont été perdus. En 1860, le musée des chutes du Niagara s'est porté acquéreur d'une collection de momies égyptiennes. Personne ne savait que parmi elles se trouvait la dépouille de l'homme le plus puissant qui ait foulé les rives du Nil. Le musée des chutes du Niagara était plus un centre d'attraction touristique qu'un véritable musée. On y trouvait des animaux à deux têtes, les tonneaux dans lesquels des gens s'étaient lancés du haut des chutes, et toutes sortes de choses plus saugrenues les unes que les autres. Mais parmi toutes ces curiosités, une momie semblait sortir du lot. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je suis allé au musée des chutes du Niagara et je me suis retrouvé en face de cette momie. La première chose que les gens remarquent, c'est sa posture et son excellent état de conservation. Le principal indice se trouvait dans la position des bras. Ils sont croisés sur la poitrine. Seuls les pharaons étaient momifiés de cette façon. Pendant plus de 100 ans, cette momie a amusé les curieux, jusqu'à ce que le musée ferme en 1998. Les momies sont alors vendues au musée Michael C. Carlos de l'université Emory d'Atlanta. Le mystérieux corps aux bras croisés est finalement étudié au moyen d'un matériel de haute précision indispensable pour une analyse détaillée. Une fois que je suis arrivé sur le site, nous avons commencé par consulter des experts du monde entier. Les origines royales de la momie ne pouvaient être définies par analyse ADN, car les autorités égyptiennes refusaient de nous fournir des échantillons de leur momie royale. Pour y remédier, un scanner CT du corps est effectué et les images sont comparées avec celles d'autres pharaons. La véritable identité de cette momie est encore incertaine et pourtant, un nom est déjà dans tous les esprits.
Ramsès Ier. Le style des bandages est très proche de celui d'autres grandes momies royales, en particulier de celle de Séti Ier et de Ramsès II, le fils et le petit-fils de la momie perdue de Ramsès Ier. Le scanner CT a permis de voir deux rouleaux de tissu très compacts dans la momie. Ils étaient disposés à l'intérieur du corps et servaient à remplir l'espace qu'occupaient les organes avant qu'on ne les retire. On a retrouvé les mêmes bandelettes dans la momie de Séti Ier. Elles semblent être le point commun entre les momies du père et du fils. Nous en sommes donc venus à la conclusion qu'il s'agissait très probablement de la momie de Ramsès Ier. La découverte de Ramsès a permis de combler un vide important dans l'histoire des pharaons. Afin que le roi reprenne sa place auprès des autres momies royales, le musée Michael C. Carlos a décidé de le renvoyer en Égypte, où il a été reçu avec tous les honneurs. Sans les nouvelles technologies, nous n'aurions pas été en mesure de retrouver l'identité de cette momie et de déclarer qu'il s'agissait de Ramsès Ier. Et pendant que des scientifiques ont recours à la technologie de pointe pour rendre à Ramsès son identité et son honneur, d'autres équipes utilisent ces mêmes techniques pour conserver et protéger quantité de momies dont l'identité n'a pas été découverte et qui risquent à tout moment de tomber en poussière. Enfermées dans des tombeaux scellés, les momies sont restées à l'abri pendant des milliers d'années. Mais maintenant qu'elles sont dévoilées au grand public, comment vont-elles résister à ce changement? Les techniques de restauration et de conservation des momies n'en sont encore qu'à leur début. La grande difficulté vient du fait que les bandelettes et les corps des momies sont devenus fragiles et risquent de casser à tout moment. Les restaurateurs utilisent un matériau très fin, en nylon, qui empêche les momies de tomber en morceaux. Cette technique, récemment développée, permet de maintenir les bandages et l'ensemble du corps. Les momies sont préalablement préparées pour être exposées dans les galeries. On restaure tout d'abord les bandages, puis on recouvre tout le corps d'un matériau transparent, très léger, qui harmonise ainsi les couleurs des anciens et des nouveaux tissus. Il masque les travaux de restauration, un peu à la façon d'un filet à cheveux. Les bandelettes détendues et fragiles sont maintenues tout autour de la momie en exposition. On a découvert que le natron, ce composé salin que les Égyptiens utilisaient pour conserver les momies, pouvait être une cause de la détérioration des corps. Si la température ou le taux d'humidité varie, le sel naturellement dissous dans la matière va se réagréger vers l'intérieur ou l'extérieur de la momie, selon l'humidité de l'air et celle du corps. Le déplacement du sel use les surfaces. Parfois, les matériaux dans lesquels il se trouve finissent par éclater de l'intérieur. Pour remédier à ce problème, un système contrôlé par ordinateur permettant de réguler la température et l'humidité de l'air a été spécialement mis en place au musée Michael C. Carlos. Dans le musée, la température et l'humidité sont définies selon des critères très particuliers. Et pour qu'elles restent stables, nous utilisons un système d'air conditionné qui garde la température des salles aux alentours de 21 degrés Celsius, avec un taux d'humidité relative d'environ 50%. Certains microbes peuvent également provoquer de terribles dégâts. Au musée égyptien du Caire, on a trouvé des organismes intrus sur des momies royales. On a découvert que les momies du musée égyptien du Caire étaient couvertes de moisissures et en train de se décomposer. Chaque jour, des parasites risquent d'infester le corps du plus illustre des pharaons. Si on ne protège pas les momies, elles seront complètement décomposées d'ici quelques années. Shin Maekawa est un éminent scientifique qui travaille au Getty Conservation Institute de Los Angeles, en Californie. Le musée égyptien du Caire lui a demandé de résoudre ce problème. 3 éléments peuvent affecter les momies: la température, l'humidité et l'oxygène. L'oxygène est l'une des causes principales de l'altération des matériaux organiques. Il nourrit le développement et la multiplication des microbes, comme les moisissures. Le professeur Maekawa a donc mis au point un caisson hermétique imperméable à l'oxygène. En voici un modèle réduit.
L'intérêt de ce caisson est qu'il offre aux momies un environnement sec, stable et dépourvu d'oxygène, ce qui permet d'éliminer les variations du taux d'humidité ou le développement des moisissures. Pour créer un environnement adapté à la conservation des momies, on a utilisé 3 matériaux spécifiques. Un composé à base de poudre de fer qui absorbe l'oxygène de l'air, pendant que des granules de charbon végétal filtrent les impuretés et les polluants. Des pilules de gel de silicone aident à contrôler l'humidité et la moisissure. Tous les éléments sont ensuite placés dans le caisson. Puis, il est scellé hermétiquement. À partir de ce moment, le risque qu'un microbe se multiplie sur la momie est pratiquement nul. Pour terminer, l'oxygène est retiré et remplacé par de l'azote pur. Rien ne peut survivre dans l'azote. Une fois que la momie est placée dans le caisson, ni les bactéries, ni la moindre moisissure ne peuvent s'y développer. Les conditions de conservation sont parfaites. Le musée égyptien a décidé d'utiliser le caisson du professeur Maekawa pour exposer ses momies, tout en réglant le problème des moisissures. Les caissons sont très simples à monter, peu onéreux, et une fois les momies placées à l'intérieur, on peut les conserver indéfiniment. Après tout, c'est l'éternité que les Égyptiens voulaient atteindre. Ils pensaient que le fait de s'adresser aux morts et de se recueillir sur leur tombe leur permettrait d'accéder à la vie éternelle. Aujourd'hui, si l'on en juge par l'intérêt accru du public pour les momies, il semble que leur quête est enfin aboutie.